Bonsoir, bonsoir tout le monde. Euh, j'ai le grand plaisir ce soir d'accueillir au CAEP de Paris notre ami et collègue professeur Asma Nouera. Asma Nouera, elle est maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Tunis, Manar, Al-Manar. Elle est actuellement en séjour scientifique à Paris pour quelques semaines et nous avons profité de sa présence pour partager avec elle une réflexion sur ce que a intitulé son intervention le moment populiste en Tunisie. Ce moment, apparemment, il s'étale et on va voir avec elle, de toute façon, d'un point de vue des sciences politiques et appliqué sur la scène tunisienne, ce qu'elle voulait dire par ce titre. Je souligne aussi que Madame Nouera, elle était la fondatrice et la première présidente de l'Observatoire tunisien de la transition démocratique. Bien sûr, cet observatoire continue à produire des papiers, des livres très sérieux sur la transition démocratique en Tunisie. Elle a déjà collaboré avec le Centre arabe à plusieurs reprises, notamment pendant les conférences annuelles du Centre arabe. Le sujet du populisme actuellement, comme notre dernière conférence notre conférence annuelle, il y a maintenant avec le Covid, on ne sait plus il y a combien de temps, mais il y a à peu près 1 an et demi, nous avons mis l'accent sur le populisme d'un point de vue théorique en faisant intervenir Azmi Bishara, Bertrand Badi, Pierre Rosanvallon, et nous avons un petit peu regardé du nord vers le sud ce populisme qui se développe. Parce que maintenant, tu vas nous parler de la Tunisie, mais nous, à partir de Paris maintenant, on constate aussi qu'il y a un populisme qui se développe dans le nord, dans les pays développés au niveau politique, au niveau de la pratique démocratique. Peut-être à partir de ta réflexion, on va aussi faire la distinction entre est-ce que le despotisme, le despotisme, ça me travaille la tête, le populisme est un concept tout à fait négatif où il peut être aussi associé à des dimensions positives, voire à la transition démocratique. Et comment? Bon, j'ouvre le débat avec toi, Asma, et merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami, pour cette invitation. Je suis très heureuse et contente d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce nouveau ancien phénomène qui est le populisme. Oui, le terme populisme en Tunisie est apparu et est devenu un élément de langage politique depuis 3 ou 4 années, donc tout juste avant les élections de 2019, mais en ayant une connotation péjorative. Mais le populisme n'est pas quelque chose de péjoratif en soi. Donc, il est vu par certains comme quelque chose de positif, c'est-à-dire qui va rectifier les erreurs, les problèmes de la démocratie représentative. Pour d'autres, oui, c'est péjoratif et il peut fausser le jeu démocratique. Mais d'une manière générale, le populisme témoigne d'une crise quelconque, une crise politique, économique et culturelle. En ce qui concerne la Tunisie, mon point de départ, ce sera les élections de 2019. Parce que bien que le terme est apparu un peu avant, utilisé dans le langage politique justement utilisé par les politiciens pour se discréditer les uns les autres. Mais les élections de 2019 ont démontré, où ils ont donné l'occasion à des forces et des acteurs populistes de faire surface, d'émerger
Et justement, cette élection et la montée du populisme a montré combien la crise est profonde en Tunisie. Parce que si les populistes ont gagné, c'est parce qu'il y a une demande populiste. Donc, il y a, le contexte était prêt pour que ces populistes-là gagnent les élections, mais aussi gagnent la vie politique, au détriment, bien sûr, des acteurs classiques. On a vu pendant les élections, et particulièrement les élections présidentielles, la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des candidats ont puisé dans le registre populiste. Mais aussi au niveau des législatives, il y a des formations politiques qui ont utilisé le langage populiste, mais aussi les élections ont démontré qu'il y a des forces qui se construisent, des forces populistes qui se construisent sur pas uniquement un phénomène passager, pas uniquement à un moment ou un langage utile pour une campagne électorale, mais plutôt mais plutôt une... Désolée. Donc, il s'agit bien, je disais qu'il ne s'agissait pas uniquement d'un phénomène passager, ce n'est pas uniquement un langage ou des éléments de langage dans le cadre d'une campagne électorale, mais plutôt c'est un phénomène qui s'installe et qui va prendre forme par la suite. Ces résultats aussi des élections présidentielles et législatives ont démontré qu'il y a une forte demande populiste en Tunisie qui a justement préparé le terrain pour la montée de ces forces populistes. Là, il faut rappeler aussi que la révolution a préparé le terrain quelque part à la montée du populisme avec le slogan « Achab Yolit », le peuple veut. Et aussi, la population a donné cette sensation aux citoyens lambda qu'ils pouvaient critiquer, qu'ils pouvaient faire dégager l'élite avec ce qu'on appelle maintenant le dégagisme. On l'a vu à maintes reprises dans différents domaines, par exemple dans les universités, là où les étudiants, les syndicats qui crient dégage au personnel administratif, aux doyens, directeurs ou enseignants. On l'a vu aussi dans des usines, des manufactures, là où des ouvriers et ouvrières qui crient dégage aux propriétaires, c'est-à-dire aux investisseurs tunisiens étrangers. Donc, la révolution a donné cette sensation aux citoyens, aux monsieur tout le monde, de cette capacité de critiquer, de faire dégager l'élite, que ce soit une élite politique ou une élite économique ou autre type d'élite. Là, sans rentrer dans la définition ou dans les traits théoriques, puisque vous avez déjà en parlé et je vais mettre l'accent sur les traits du populisme en Tunisie, c'est-à-dire les caractéristiques communes entre ces acteurs et ces personnages populistes, ou ceux qui ont utilisé le langage populiste. Ce qui est commun entre le personnel politique, que ce soit classique ou les nouveaux acteurs, il y a la question du peuple, le mythe du peuple. Ce peuple qui se voit son pouvoir confisqué par une élite corrompue. Il y a aussi la question du souverainisme. On a vu aussi la montée de la francophobie. Là, le populisme en Occident, il est dirigé contre l'étranger, surtout lié au phénomène d'immigration. Mais en Tunisie, notre ennemi étranger, c'est la France, particulièrement la France, plus que d'autres forces occidentales. Il y a aussi donc la théorie du complot, un rapport ambivalent aux médias. Il y a aussi
le culte du chef. Je vais revenir sur ces éléments-là, commençant par la critique des élites, parce que la critique des élites est au cœur même de la théorie ou du populisme, parce que c'est cette idée-là qui est centrale, un peuple pur qui est trahi par une élite corrompue. On a vu que cette idée-là est transversale dans le langage politique des candidats aux élections, que ce soit présidentielles ou législatives. Mais il est à rappeler que ce peuple est une fiction. C'est-à-dire, le peuple ne correspond pas à la population ni aux citoyens, au sens juridique ou au sens philosophique. Le peuple, c'est quelque chose, c'est une fiction non définie par le populiste. Et la disqualification, disons, de l'élite est un élément commun entre guillemets, l'élite politique elle-même. Donc, elle quelque part, pour plaire au peuple, donc elle s'auto-disqualifie. Donc, et il y a un argument commun aussi, un argument clé qu'on trouve dans le discours populiste, c'est que l'État, donc l'État failli, il est otage d'une élite corrompue. Deuxième caractéristique, c'est le souverainisme. C'est une hostilité, comme je disais, à l'étranger, qui prend forme parfois d'une théorie de complot. Et parfois, on accuse les services de renseignement étrangers de manigancer, d'organiser des assassinats ou d'entrer dans le jeu politique tunisien. Mais on a aussi trouvé cette animosité à l'égard de la France. Par exemple, bien sûr, pourquoi la France? Parce que c'est l'ancienne puissance coloniale. Et selon les populistes, elle continue à usurper de nos ressources naturelles. Et là, on trouve cet élément-là chez plusieurs candidats tels que Saïd Bedjil Makhlouf de Tilaf el-Karama ou Safi Saïd ou Mrahi ou autres. Mrahi même, il a prétendu avoir des documents qui prouvent cela. Un autre élément, c'est un rapport ambivalent aux médias. Les populistes sont hostiles aux médias, bien qu'ils sont la création. Prenons le cas, par exemple, de Safi Saïd ou Qais Saïd, ils sont la création des médias. Mais il y a aussi des populistes qui sont les propriétaires de chaînes médiatiques, telles que Nabil Qaroui ou Heshmi El-Hamdi. Par rapport à cet élément, ils utilisent d'autres, ce qu'on appelle les médias alternatifs, d'autres moyens de communication, tels que Facebook, Twitter, où ils postent des vidéos sur YouTube, etc. Il y a un élément très important dans le populisme, et c'est un élément assez dangereux, parce que c'est les fake news, c'est-à-dire des informations mensongères. Même si même si on prouve que l'élément est faux, l'information est fausse, quand même, elle arrive à perdurer et donc elle est propagée à grande échelle via les réseaux Facebook. Donc, c'est comme une post-vérité. Et là, les populistes utilisent ces fake news justement dans leur discours. Et d'ailleurs, parmi ces fake news qui ont donné lieu à tout un mouvement, oui, le pétrole, c'est quand on a prétendu, on prétend qu'on a des ressources naturelles en Tunisie. Donc, du coup, tout un mouvement s'est construit autour de cette information qui est par ailleurs démontré par des spécialistes qui ont démontré que l'information n'est pas tout à fait réelle. On a des ressources, mais pas à ce point. Et donc, quand même, cette information a donné naissance à tout un mouvement appelé Winno El Pétrole. Et je vais revenir à ce mouvement-là parce qu'il s'agit d'un mouvement très important. Il a joué un rôle important dans la naissance et l'évolution du populisme en Tunisie avant déjà les élections de 2019.
Et là, on peut recenser, à la base de ces critères, on peut recenser trois types de populisme. D'abord, il y a populisme, ici je parle du populisme tunisien, il y a le populisme anti-révolutionnaire. Il est incarné par Abir Moussi et le parti d'historiens libres. Deuxième populisme, il est social-libéral, qui défend la population des munis, des pauvres, et incarné, ce populisme incarné par Nabil Qaroui et le parti Qalb Tounes, et finalement le populisme radical conservateur qui renoue avec la révolution, le moment révolutionnaire, mais sur un fond de valeurs conservatrices. Et là, ce populisme est incarné et représenté par Qais Saïd, la mouvance. On peut dire aussi la mouvance Qais Saïd, parce que Qais Saïd n'est que est la façade de toute cette mouvance. Mais ce qui est important par rapport à ce troisième type, justement, qu'ils ont développé une troisième culture, une culture ni de droite ni de gauche. Et je vais y revenir par la suite. Concernant le premier type, donc, le populisme contre-révolutionnaire, incarné par Abir Moussi, qui est souverainiste, elle voit dans la révolution une conspiration ourdie par des forces étrangères. Elle fait ouvertement l'éloge de l'ancien régime. Elle ne reconnaît pas la constitution de 2014. Parce qu'elle veut instaurer un régime présidentiel. Sur le terrain des valeurs, elle est plutôt conservatrice. Elle se rallie à ce conservatisme social en se prononçant ouvertement contre l'égalité dans l'héritage ou la légalisation de l'homosexualité, etc. Et là, bien évidemment, c'est pour plaire à la masse. Et là, c'est le souci majeur des populistes. Le deuxième type, c'est le populisme social-libéral. On a deux personnages là qui incarnent parfaitement ce type de populisme. On a Heshmi El-Hamdi, qui est sur la scène politique depuis 2011 et qui maintenait justement ce discours populiste depuis les élections de l'Assemblée nationale constituante, mais qui reprend le même discours en 2014, mais aussi en 2019. Il s'est présenté aux élections présidentielles. Son discours est fondé justement sur la défense des pauvres, le terme qu'il utilise, Azaweli, donc le pauvre, le démuni. Et là, il donne des promesses, tant de promesses irréalisables, mais justement pour attirer la sympathie de cette catégorie de la population. Et d'ailleurs, l'Aïd al-Shabi, c'était la surprise des élections de 2011 parce qu'il a emporté sur tout le territoire tunisien. Donc, finalement, son discours a fonctionné à l'époque. Deuxième personnage, et là, c'est le produit des élections de 2019, c'est Nabil Qaroui, qui est arrivé au second tour. Aussi, il mise sur le peuple pauvre, donc il se présente comme le défenseur de ce peuple pauvre. Ils font quelque part un populisme alimentaire, c'est-à-dire à l'encontre, le mot d'ordre de Qais Saïd, c'était le peuple veut, le mot d'ordre de Nabil Qaroui, c'était le peuple est pauvre. Et donc, ce qui lui a permis d'arriver au deuxième tour des élections. Troisième type, c'est le populisme de Qais Saïd, qui est un populisme radical conservateur. Il a renoué avec l'éthos révolutionnaire de 2011, mais sur un fond conservateur. Conservateur, mais il n'est ni islamiste ni séculier. On peut retenir 4 éléments de ce populisme de Qais Saïd. Le premier, c'est la mythification du peuple, donc c'est au cœur du populisme. Il invente un peuple imaginaire,
Le peuple, ce n'est pas la population, ce n'est pas les citoyens. Il ne définit pas le peuple. C'est le sens même du populisme. Mais le peuple, selon lui, c'est la volonté. Le peuple veut. Donc, il a repris ce slogan de la Révolution. Mais est-ce qu'on sait ce que veut le peuple? On ne sait pas, mais Reza Saïd le sait. Il le dit, le peuple sait ce qu'il veut. Et cela, bien sûr, ça le dispense d'avoir un programme politique. Quand on lui demande, on pose la question sur le programme politique, il dit le peuple veut. Et le peuple sait ce qu'il veut. Et il n'arrête pas de dire que le peuple est le principal acteur puisqu'il va faire ce que le peuple voulait. Deuxième élément de ce populisme de Kais Saïd, c'est un dualisme institutionnel. Il a doublé les institutions de l'État par des instances en créant des conseils parallèles, comme s'il voulait créer un système, il voulait doubler le système, mais et là, il s'inscrit d'emblée dans la tradition populiste en refusant la démocratie représentative. C'est pourquoi il n'arrête pas de critiquer le Parlement, parce que le Parlement est constitué d'élites qui a usurpé justement la volonté populaire. Et donc, il présente, déjà il en a parlé depuis sa campagne explicative, pour ne pas dire campagne électorale. Donc, c'est un projet par lequel le peuple va reprendre ou va exprimer cette volonté à travers un système qui va de bas en haut, donc des élections qui vont de bas en haut. On va élire des conseils au bas de l'échelle, puis ces conseils vont élire d'autres conseils jusqu'au je ne sais pas où, mais ça sera lors de la campagne explicative ou la campagne électorale, le projet n'était pas clair. D'ailleurs, même aujourd'hui, il n'est pas clair, malgré toutes les campagnes explicatives menées par ces troupes sur Facebook ou aujourd'hui sur les médias. Donc aujourd'hui, il reprend, après 2 ans des élections, il reprend le projet d'une manière directe. Et donc, et là, c'est ce qui explique la campagne explicative menée en Tunisie. Mais ce dualisme institutionnel se prolonge au niveau constitutionnel puisqu'il remettait en question la Constitution de 2014 et il a promis qu'il va changer la Constitution s'il est élu. Il a tenu sa promesse puisque maintenant nous sommes il a lancé le référendum électronique pour justement mettre en place une nouvelle constitution. Troisième élément, c'est le culte du chef, le sauveur, et même ses adeptes l'ont surnommé César. Donc, il y avait une grande affiche, là où est écrit Al-Qaïsar, César. Lors de la campagne électorale, il refusait de la nommer en tant que telle. Pour lui, c'est une campagne explicative. Il va jouer le rôle d'éducateur vis-à-vis de ce peuple, de la société tunisienne. Une fois au pouvoir, il se met dans l'opposition, il est toujours critique par rapport au personnel politique, gouvernemental, par rapport au ministre, par rapport au gouvernement. Donc, il incarnait l'opposition alors qu'il était dans le système. Il se représentait comme un anti-système alors qu'il est dans le système. Il n'arrêtait pas de recevoir des jeunes des régions déshéritées. Donc, il se présentait justement comme ce sauveur et il nourrissait ce culte de chef. Quatrième élément, et là c'est un élément important parce que c'est nouveau aussi, parce que Kais Saïd représente un mélange inédit d'idées entre
qui est à la fois des idées qui relèvent à la fois de la droite conservatrice, mais aussi de la gauche protestataire. Et donc, du coup, c'est des forces qui se rencontrent autour de Qais Saïd. Qais Saïd a été soutenu par des mouvances religieuses, les ligues de la protection de la révolution, par les groupuscules violents. Par exemple, Habib Louz, lors des élections, donc lors de la campagne, il disait que il prédit que la victoire de Qais Saïd sera fatale pour les ennemis de l'islam. Donc, on voyait en lui un sauveur. Comme lui disait lui-même, il voulait projeter l'image du second califat de l'islam Omar al-Khattab. Et Rida Belhaj, par exemple, le porte-parole de Hizb ut-Tahrir, disait aussi que c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans un contexte régional révolutionnaire. Et en même temps, il a dans sa campagne des personnages qui appartiennent à une gauche, on ne va pas dire de l'extrême gauche, mais c'est de la gauche nihiliste marxiste. Et là, je veux m'arrêter un peu sur ce qu'on appelle la troisième culture, qui est propagée principalement par les réseaux Facebook. Sur le plan purement technique, le réseau ne peut pas être cerné d'une manière... il est très difficile de le cerner, mais là, on a pu détecter une vingtaine de pages avec portant son nom, sa photo aussi, donc qui supporte Qais Saïd. La plus ancienne date de 2012, la plus nouvelle date de 2019 ou même après, donc ça s'inscrit dans les continuités. Dans les groupes, on peut trouver donc ça, les membres, le nombre varie entre quelques centaines et des milliers, donc c'est un grand nombre de personnes. Par rapport c'est une population variée aussi. Donc il y a des jeunes, des moins jeunes, différents niveaux d'instruction. Les pages sont tenues en majorité par des personnes anonymes, mais il y a à l'exception de 4. On connaît leur nom. Là, si on analyse le discours qu'on trouve dans ces pages, on peut, dans le désordre, c'est-à-dire il n'y a pas une frontière idéologique entre les idées. Tout se mélange. Par exemple, on peut trouver en même temps le refus à l'égalité successorale, l'abolition de la peine de mort. Il y a un anti-bourguimisme primaire. Il y a une hostilité à l'égard de l'UGTT, mais pas par rapport aux autres organisations. Il y a une haine à l'encontre des autres populistes comme Abir Moussi et Nabil Karoui. Par contre, il y a une attitude un peu relativisée par rapport au Tayyar ou par rapport au Karama. Il y a aussi une teinte de nationalisme arabe. Il y a une extrême sensibilité à la cause palestinienne. Par contre, on ne trouve pas des gens qui supportent, par exemple, la crise au Yémen ou la question libyenne. Donc, on est plus focalisé sur la question palestinienne. Aussi, ils sont en grande partie partisans de la théorie du complot, une main invisible qui fait bouger les choses. Ils sont souverainistes. Et bien sûr, ils font propager des fake news, comme quoi la Tunisie a des ressources en or, en pétrole, et surtout la France est en train de spolier les ressources naturelles de la Tunisie. Et même, ils ont mis en cause l'indépendance de la Tunisie, c'est-à-dire que la Tunisie n'est pas un pays indépendant parce que, selon eux, il n'y a pas un document qui prouve l'indépendance de la Tunisie. Donc, ils sont allés un peu loin. Il y a une concentration sur la France. Par contre, on ne trouve pas grand-chose par rapport aux autres forces occidentales, par exemple les États-Unis ou la Grande-Bretagne ou les autres pays européens.
Comment expliquer cette montée ou cet avènement du populisme, ou cette victoire, si on peut dire, du populisme en 2019? Une chose est sûre, c'est que le populisme est l'expression justement d'une crise politique, économique et culturelle. Mais aussi tous les ingrédients étaient présents avant 2019, c'est-à-dire si on fait le suivi de ce qui s'est passé depuis 2011 jusqu'à 2019, on va trouver ces ingrédients-là qui ont permis justement la victoire des forces populistes en 2019. Au niveau politique, la crise qu'on peut décrire au niveau politique, il y a la crise des élites, et particulièrement des élites modernistes qui ont perdu la bataille des idées. Donc, ils sont mous à ce niveau-là, au niveau du débat par rapport aux idées sécularistes, modernistes. Mais aussi, il y a beaucoup de gens, des milliers de gens, de jeunes, de moins jeunes, qui expriment leur haine envers cette élite moderniste. Ils l'aperçoivent comme une élite hautaine, loin de leurs préoccupations, opportunistes, ils viennent vers eux juste pour les élections et après ils oublient leur électorat. Il y a aussi, depuis 2011, une dégradation de l'image du politicien, puisque depuis justement le populisme de 2011 a permis l'accès au pouvoir, aux instances du pouvoir des gens qui ne sont pas politiciens, qui n'ont jamais fait de la politique, et justement qui ont donné une image assez négative du politique. On peut donner l'exemple de Castas, par exemple, ou de Toumeya, ou plein d'autres qui étaient donc dans l'Assemblée nationale constituante, qui donnaient cette image négative du politique. Et cette image a perduré après 2014, après les élections de 2014, donc, à travers ce qu'on voyait, parce que le Parlement était la scène publique dans laquelle donc, on voyait l'action politique, à travers laquelle le citoyen tunisien regarde le politicien, comment il agit, comment il est. Donc, il y avait le show parlementaire, donc, tout ce qu'on a, des violences à l'intérieur de violences verbales et même physiques à l'intérieur du Parlement. Il y a la transhumance, ce qu'on le Tunisien appelle le tourisme politique, donc des députés qui changent tout le temps de parti. Il y a un taux d'absentéisme très, très fort. Aussi une qualité très médiocre des débats, que ce soit au sein du Parlement ou devant les caméras, donc dans les médias. Donc, le Tunisien a construit une image très négative du politicien, donc de l'élite politique. Il y a aussi une perte de confiance dans les institutions, la crise de l'exécutif. Rappelons-nous la crise entre les deux têtes de l'exécutif qui date déjà depuis le désaccord entre Béjiret Sebsi et Moussef Chehd, puis elle a continué avec après Saïd. Il y a, comme je disais tout à l'heure, donc le show au Parlement. Donc on voyait que le Parlement ne sert qu'à résoudre peut-être des conflits politiques, plus qu'on ne voyait pas l'efficacité du Parlement en dehors de ce show parlementaire. Malheureusement, les séances sont diffusées sur la télévision, sur la chaîne télévisée, mais aussi reprises par la suite. Donc, les séquences sont reprises par la suite et relayées par les réseaux sociaux, particulièrement le Facebook. Il y a aussi le problème de la justice. Donc, les gens n'ont plus confiance en la justice et la question de l'indépendance de la justice a été débattue. Il y a aussi essentiellement la capacité du gouvernement de lutter contre la corruption, qui devient de plus en plus répandue, et même on a vu des corrompus entrer au Parlement, donc qui deviennent ou qui sont nommés dans des postes de décision. Ajouter à ça le système des partis qui est ébranlé,
Donc, les gens ont perdu. Ici, par contre, les élections présidentielles ont montré que les gens, en fait, n'ont plus confiance dans les partis, puisque c'est des deux candidats indépendants qui sont élus. Par contre, les législatives ont laissé une marge, parce que les indépendants n'ont pas pu gagner dans les législatives, contrairement aux élections de 2018 au niveau local. Bien évidemment, la logique n'est pas la même. Il y a d'autres facteurs qui expliquent la victoire des indépendants en 2018. Mais de toute façon, le système des partis est ébranlé. On a vu naître des nouveaux partis, on a vu voir des partis partir en éclats, tels que l'idée Tunis. Donc, et là, donc, la confiance dans les partis était de moins en moins pressentie. Au niveau économique, la crise qui perdure. Donc, aussi, il y a un fossé qui se creuse de plus en plus entre les pauvres et les riches. Donc, une détériorisation de la situation économique, absence de solutions adéquates aux défis qu'affrontent les pays. Mais tout ça a été un contexte favorable justement, en plus des fake news, au mouvement Oui au pétrole. C'est-à-dire, c'est à partir de là qu'on a dit qu'on a des ressources, on a le sel, on a l'or, on a le pétrole, mais la Tunisie ne dispose pas de ces ressources. C'est la France et les forces étrangères qui continuent à prendre, à usurper et à profiter de nos ressources. Et là, c'est pourquoi nous sommes dans cette... Même le président, il a dit que la Tunisie est très riche, oui, mais elle est spoliée. Oui, effectivement. C'est un discours qui est né déjà avant 2019, parce que oui, le pétrole date de 2015, donc c'est un mouvement social qui date de 2015, mais l'élément du discours continue. Il y a le président Kais Saïd, il y a Tilef El-Karam, il y en a d'autres, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on n'a pas arrêté de nourrir cette information pour justement justifier quelque part les problèmes économiques que les gouvernements n'ont pas pu résoudre. Voilà, donc il y a aussi une crise identitaire. Il ne faut pas la nier, depuis 2011, elle est là, et ce qui peut-être a généré une sorte d'xénophobie à l'égard de l'étranger, ou un sentiment qu'on est les victimes d'un complot, de plusieurs complots des autres pays, de l'Occident ou de l'Orient. Donc le contexte était vraiment favorable à la montée du populisme. Il y avait une forte demande populiste. Et d'ailleurs, les différentes enquêtes sociologiques menées par des sociologues, des politologues, les sondages aussi, les baromètres politiques ont démontré tout ça. Mais l'élite politique n'a pas vraiment vu le populisme arriver. Pour plusieurs raisons que je ne vais pas étaler ici, mais ils n'ont pas pris en considération ce contexte. Et là, les deux candidats, que ce soit Kais Saïd et Nabil Qarb, l'ont compris. Et c'est pour ça qu'ils ont bâti leur discours justement pour pallier à tout, pour emprunter les éléments de discours, mais aussi pour nourrir ce populisme, cette demande, pour répondre à cette demande populiste. Et le résultat est là, donc que Kais Saïd a gagné les élections. Là, est-ce qu'il s'agit d'un phénomène passager ou c'est un phénomène qui va perdurer? Je pense plutôt qu'on va vivre le populisme dans quelques temps. Et voilà, donc j'ai essayé de faire le tour de la question. Et voilà, si il y a des choses que je n'ai pas mentionnées, tu peux... Merci beaucoup, chère Asma. Justement, est-ce que l'opposition à ce populisme, elle est aussi populiste ou elle essaye de reprendre les règles de l'art, si j'ose dire, les règles de la pratique politique traditionnelle
les corps intermédiaires, le corps syndical, les partis politiques, la presse, ou bien il y a un recours face à ce populisme à un autre populisme? La question est un peu vaste parce que l'opposition n'est pas homogène. On peut dire que, comme je disais tout à l'heure, le populisme est transversal, c'est-à-dire tous les acteurs ont puisé, ont utilisé ce discours populiste à un moment ou à un autre. Le problème aujourd'hui est un peu complexe parce que le populisme aujourd'hui, c'est vrai qu'il témoigne de la crise de la démocratie représentative, la jeune démocratie représentative en Tunisie. Donc, on a passé d'une transition directement à une crise de la démocratie, mais je pense que une partie de la population continue à utiliser le discours populiste pour contrer ou pour contrecarrer le discours populiste du président. Et tu parlais d'un phénomène qui se développe et tu vas nous dire depuis quand et quelles sont les origines. C'est la francophobie ou la haine ou le refus de la France, voir toujours que la France est derrière certains complots, spolie la richesse du pays. D'où ça vient? Est-ce que c'est juste lié à l'histoire coloniale ou la domination française? Je pense en premier lieu, il y a cette proximité justement historique, puisque la France et la domination coloniale qu'a connue la Tunisie et la question, donc cette question de rapport colonisateur-colonisé a perduré quelque part après l'indépendance, c'est-à-dire ce discours que la France a continué à mener ce pouvoir, cette dominance, cette domination après l'indépendance, on le trouve quelque part durant les années après l'indépendance, et ont même accusé Bourguiba d'être un traître et d'être au service donc, de la France après l'indépendance. C'était surtout, cela a marqué le discours islamiste des années 70. Donc, juste pour contrecarrer le président Bourguiba. Mais après 2011, ça a continué et peut-être aussi à cause de cet aspect historique, mais il faut dire que certains ambassadeurs de la France étaient très actifs aussi, donc étaient très visibles sur la scène publique, ce qui a facilité un peu la chose par rapport pour les populistes, donc ceux qui mettent l'accent sur le rôle de la France ou les services de renseignement français dans ce qui se passe en Tunisie. Donc, même, ils étaient visibles. Et là, donc, les gens, quand on fait circuler une information sur Facebook avec des vidéos, même s'il s'agit d'une fake news, les gens y croient. Et justement, tu parles là des réseaux sociaux et leur impact. Est-ce que c'est l'exploitation, si j'ose dire, parfaite des réseaux sociaux est parvenue juste avec les courants populistes ou il y a eu aussi un recours à ces réseaux sociaux par les courants politiques traditionnels, les partis politiques? Est-ce que, par exemple, le syndicat des travailleurs tunisiens est fortement présent sur les réseaux sociaux ou c'est laissé seulement à ces courants qui sont autour il n'y a pas de parti du président, mais du mouvement du président? Bon, je pense déjà le Facebook, les réseaux sociaux ont joué un rôle important depuis 2011. On a même parlé du rôle de Facebook dans les révolutions arabes. Malheureusement, les forces classiques, les forces politiques classiques, ils ont un problème de communication. Pas uniquement au niveau des réseaux sociaux, ils sont là dans les réseaux sociaux, mais déjà ils ont un problème de communication, ils ont un problème de mobilisation.
Et donc, ils n'ont pas su instrumentaliser le Facebook. Par contre, les mouvements populistes, ils le font systématiquement. C'est-à-dire, c'est d'une manière organisée. Ce n'est pas un phénomène spontané. Donc, ils ont bien utilisé, on a même relevé des pages sponsorisées. C'est-à-dire, ils n'en font pas, ce n'est pas des gens qui le font spontanément, mais c'est quelque chose d'organisé et d'orchestré. C'est pourquoi, que ce soit par rapport à Saïd, on a vu, on a étudié en fait quelque part son réseau et comment il fonctionnait sur Facebook, malgré qu'il disait qu'il n'a pas de compte et qu'il ne sait pas l'utiliser, mais c'était quelque chose de bien organisé. Mais Qarou aussi, Qarou, il a utilisé les deux, les médias classiques, puisqu'il a une chaîne de télévision, et le Facebook donc, qui couvrait les activités de son association Khalil Tounes. Et donc, le Facebook est un moyen important donc, de propagande politique, et pas uniquement en Tunisie d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais est-ce que la différence entre les partis politiques traditionnels et l'usage très aisé des réseaux sociaux par les courants populistes, c'est une question de génération? Ou est-ce qu'ils ont fait appel à la jeunesse plutôt que les partis politiques qui ont été en rupture avec la jeunesse, quelque part? Quelque part, oui, parce que selon les études qu'on a effectuées sur justement la politique, les jeunes et la politique, et surtout le rapport aux partis politiques, on a bien constaté qu'il y a une rupture. On a fait une étude sur la place des jeunes et des femmes au sein des partis politiques. On a vu que les partis ne rajeunissent pas après la Révolution. Donc, et là, oui, effectivement, les jeunes ne retrouvent pas leur place dans les structures classiques, d'où la crise des structures, que ce soit, entre autres, les partis politiques. Mais ils se retrouvent plus dans cette mouvance libre. Et c'est pourquoi on voit les jeunes, ils s'investissent plus dans les mouvements sociaux, que ce soit le pétrole, ou le Semah, ou le Camour, autres. Donc, les mouvements sociaux ont donné cet espace aux jeunes pour pouvoir s'exprimer. Et surtout qu'ils n'ont pas, donc les partis, quelque part, n'ont pas joué leur rôle de socialisation politique après la Révolution. Et surtout, ils n'ont pas rajeuni leur cadre non plus. Oui, entre autres. Et là, par rapport aux consultations qui se passent par Internet, le référendum constitutionnel ou sur comment les jeunes, c'est la volonté du président de lancer cette application, ce logiciel pour que les jeunes puissent. Mais d'après les nouvelles, il y a très peu d'intérêt à cette consultation. C'est-à-dire le nombre des entrées sur les réseaux reste encore très, très bas. Comment tu expliques ça? Oui, je pense que, bon, d'abord, on n'a pas on peut pas avoir les chiffres exacts parce que là, du côté de ceux qui supportent ce projet, ils vont dire parce que j'ai vu des chiffres, ils ont dit que tout le monde sur la plateforme. Et de l'autre côté, on dit qu'il n'y a personne. Mais de toute façon, aujourd'hui, le Tunisien, son plus grand souci, ce n'est pas une nouvelle constitution. Alors, on a d'autres problèmes aujourd'hui et je suis un peu ce qui se passe. Il y a une crise au niveau des choses basiques, c'est-à-dire ils ne trouvent pas les choses basiques pour manger. Il y a la crise économique se sent de plus en plus. Donc, chaque mois, on pose la même question, est-ce qu'on aura les salaires ou non? Et là, c'est des gens qui ont du salaire, voire les gens qui n'ont pas. Donc, je pense que le souci des Tunisiens aujourd'hui, ce n'est pas le référendum, peut-être des gens engagés ou des gens qui ont la curiosité de voir ce qui se passe, de voir mais je pense que le citoyen lambda ou une grande partie de la population, surtout si on sort un peu des cités, je pense que ce n'est pas leur priorité.
Tu évoquais le soutien des partis ou des Corans plutôt salafistes, comme Hizb ut-Tahrir, Aqil Saïd. Mhm. Ça me rappelle un petit peu, et aujourd'hui, c'est le 25 janvier, on commémore la révolution égyptienne qui a été avortée par le coup d'État du général Sissi. Aussi, en Égypte, on a vu que Hizb al-Nour, qui est l'équivalent de Hizb al-Tahrir, qui sont des salafistes aussi, ils ont soutenu le coup d'État, soi-disant, qui était là pour faire face aux islamistes. Là, c'est en dehors de la question du populisme. Cette alliance islamo-islamiste avec les anti-islamistes, comment tu l'expliques, le phénomène? C'est juste de la concurrence politique entre un islamisme et un islamisme ou c'est plus complexe? Bon, pour la Tunisie, je pense qu'il y a une certaine déception. C'est-à-dire, il faut regarder sur la durée. De 2011, les salafistes étaient les alliés des islamistes jusqu'à 2014. Mais à un moment donné, pour des raisons politiques, d'abord, le parti islamiste a lâché un peu ses alliés salafistes. Et en plus, ils ont constaté, les salafistes, ils ont constaté que les islamistes ne vont pas réaliser le projet islamique qu'ils veulent, le projet de la société qu'ils veulent. Ils ont vu que, selon eux, les islamistes sont un peu mous par rapport à cette question-là. Ils sont plus dans le politique que dans le projet. Quelque part, ils ont trahi le projet. C'est pourquoi, d'ailleurs, depuis 2014, le vote salafiste a diminué. Et il y a même des listes salafistes qui se sont représentées. Par contre, en 2011, il y a eu une forte mobilisation pour Qais Saïd représentait justement cette image, se présente lui-même comme quelqu'un euh, de, de, de pur, qui n'est pas corrompu. Il est à 16. Regardez la campagne électorale, comment il l'a fait, donc, la mise en scène qu'ils ont fait lors de la campagne électorale. Quelqu'un qui est conservateur parce qu'il se prononce vraiment à droite, complètement à droite des islamistes. Il refuse catégoriquement, sans discussion, l'égalité dans l'héritage ou l'homosexualité ou la peine de mort, toutes les questions qui relèvent aux libertés individuelles. Et donc, il était catégorique. Il avait un discours catégorique. Par contre, prenons le candidat de Nardamour au présidentiel, il avait plutôt un discours nuancé par rapport à ces questions-là. Donc là, Saïd représentait peut-être quelque part ce rêve de réaliser le projet islamique ou le projet de la société que voulaient les salafistes. C'est pourquoi donc ils se retrouvent. Même les islamistes, une frange du parti de Nada, voyait en lui aussi quelque part quelqu'un qui va réaliser ce projet. Il ne faut pas oublier aussi que son frère est islamiste. Donc là, je pense que c'est à cause de tout ça, peut-être qu'on peut expliquer ce rapport à travers ces éléments-là. Et si tu te rappelles, il y a quelques années, nous avons organisé à Tunis une rencontre avec les syndicats de la police pour essayer de comprendre les besoins pour lancer un projet de réforme du secteur de la sécurité. Et moi, à l'époque, de retour de Tunis, je me suis dit, ça va être très compliqué. À force de discuter avec eux, d'échanger avec eux, de voir combien ils étaient nostalgiques de l'ancien régime. Même en public, ils l'exprimaient en public. Et il me semble que maintenant, ils voient dans ce pouvoir populiste
un retour à la force, à la, comment on appelle ça, comme maintenant en France, tous les populistes qu'on a, les Zemmour, etc., cherchent imposer une force sur les délinquants, soi-disant, ou sur toute la population au nom de la loi. Et les policiers, ils se retrouvent là-dedans. Ça veut dire les 10 ans de la Révolution, depuis la Révolution, n'ont pas produit un changement quelconque au sein de ce corps bien étanche. Oui, mais on ne peut pas changer les choses dans 10 ans. Mais là, ceci dit, ils sont départagés. Si on voit si on prend les syndicats, par exemple, policiers, le problème, c'est qu'avec ces syndicats-là, ils sont entrés dans le jeu politique. C'est-à-dire qu'au départ, c'était juste, ils voulaient réformer l'institution et justement changer pour devenir une police, la sécurité républicaine. Mais bien qu'il y a on ne peut pas dire que rien n'a changé. Il y a eu des efforts. Mais je pense que les appareils sécuritaires, de toute façon, ils sont toujours au service du pouvoir, tout en sachant que pour que ces institutions deviennent au service du pouvoir, on commence à changer les gens à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a eu des révocations, des nominations. Donc, il faut faire le suivi de ce qui a été fait pendant ces 2 années pour comprendre aujourd'hui où va l'institution sécuritaire. Donc, je ne pense pas qu'on ne peut pas généraliser pour dire, voilà, c'est la police qui veut revenir au temps de l'ancien régime. C'est plus complexe que ça, je pense. Tu disais tout à l'heure qu'en disant on ne peut pas réformer, tu sais, en Espagne, ça a pris, parce qu'il y avait la volonté politique, il y avait les moyens, ça a pris très peu de temps, mais c'est un processus continuel. C'est-à-dire, je me rappelle, il y a quelques années, il y a eu des répressions dans les rues de Barcelone. Et j'étais avec celui qui a réformé la police espagnole après Franco, qui était un ami avec notre cher Alvaro, tu te rappelles. Il m'a dit, parce que le projet réformateur s'est arrêté. Parce que les policiers ont toujours tendance à revenir à l'autoritarisme, à la force, à la violation des droits humains. Si ce système ne perdure pas, ne les accompagne pas tout au long de leur carrière. Je crois que c'est pas seulement dans les pays du Sud, on le voit très bien dans les pays du Nord. Dès qu'il n'y a pas ce contrôle de la société civile et le contrôle du corps législatif, les dérives sont là. Je suis tout à fait d'accord et tu confirmes là, parce que justement, l'institution sécuritaire elle n'a pas été à l'abri des conflits politiques. Et chacun qui prend le pouvoir veut mettre la main sur l'institution sécuritaire. C'est ça le problème. On a voulu, oui, depuis 2011, entamer, il y a eu cette volonté de réformer l'appareil sécuritaire, mais il n'y a pas de volonté politique, justement parce que chacun veut que cette institution soit à son service. Donc, le problème ne vient pas particulièrement de l'institution, mais plutôt aussi, ou d'être partagé par les politiciens, par les pouvoirs politiques. Avant de laisser la place aux questions de notre cher public, je voulais juste demander, ça m'inquiète un peu parce que vu l'expérience de la société civile tunisienne très riche, très ancienne par rapport aux autres pays arabes, par rapport même aux pays sous-développés, si j'ose dire. Quel est le rôle maintenant de la société civile
pas de faire face devant le populisme, mais de réguler ce populisme ou de le contrôler, d'éviter ses dérives, de l'empêcher de s'étaler sur tout et n'importe quoi. Parce que la société civile, elle était là, même dans les pires moments de la Tunisie. Il y avait quand même la voix de la société civile qui se levait contre les violations graves. Maintenant, dans ce cadre du populisme très étalé, on voit même une montée du racisme. Tu parlais du racisme tout à l'heure, mais le racisme à l'égard des Tunisiens de couleur noire. Peut-être ça se passait avant, mais on entendait peu. Maintenant, il y a tous les jours quelque chose. Moi, j'étais un petit peu choqué de voir les remarques ou quelques remarques très déplacées à l'occasion de la Coupe africaine à l'égard des équipes d'Afrique subsaharienne. Oui, mais là, c'est aussi le... À l'égard de leur couleur de peau. Oui, c'est aussi encore une fois le rôle des réseaux sociaux, parce que justement, la société civile lutte contre le racisme depuis 2011. C'est-à-dire, il y a des associations qui se sont formées, justement. Ils ont mené des actions contre ça, parce que le racisme tunisien s'est avéré avant même 2011, c'est-à-dire quand la BAD, la Banque africaine, s'est installée en Tunisie. Et là, on a ressenti que le Tunisien, en fait, c'est un racisme refoulé qui refait cette surface. Parce que là, nous regardons uniquement les cités, mais il fallait juste aller un peu plus bas sur la carte, aller au sud, il s'exerce tous les jours. C'était quelque chose de naturel, de normal. Mais après 2011, on a commencé à mettre en question ces pratiques-là, et c'était choquant. Et justement, grâce aux réseaux sociaux, on a pu voir, on a pu mettre la main, observer ce phénomène. Aujourd'hui, la société civile tunisienne, bon, évidemment, j'aime pas parler en termes d'une société civile, mais elle est hétérogène, elle n'est pas homogène. Il y a une force de résistance au sein de la société civile, une résistance à une dérive autoritaire. C'est une société civile il y a des anciens acteurs, mais il y a des nouveaux acteurs qui ont commencé à lutter justement pour une démocratie libérale, pas uniquement une démocratie procédurale. Et là, toutes les associations pour défendre les libertés individuelles et les droits des minorités et d'autres. Cette part de la société civile continue à lutter justement contre l'autoritarisme, heureusement d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a des questions? Oui, on a quelques questions du public qui nous suit sur le Zoom. Donc, une première qui vient de Badekarki et qui vous dit « Bonjour, cher Asma Mila, pensez-vous que le populisme est une construction qui date de 2011 et en quoi Ennahda aurait favorisé ce processus ?» Oui, bon, à partir de 2011, on a relevé les éléments de discours populiste plutôt chez Hishb el-Hamdi, donc avec l'Ali al-Shabiya. Mais là, il ne faut pas confondre le discours populiste avec quelconque discours démagogue ou un discours électoral pour plaire à l'électorat. Mais parlant du populisme, des traits du populisme, je pense que c'est plutôt Hishb el-Hamdi que Marbre. Mais par ailleurs, quelques éléments se sont apparus après. Par exemple, dans le discours de certains leaders de Nada, par exemple, en 2000, je pense en 2012 ou 2013, quand Jbeli a dit notre catastrophe vient de notre élite, et aussi en 2019, il met en question, il attire l'attention sur le rôle des services de renseignement étrangers et leur responsabilité
l'instabilité, dans les assassinats et les troubles que connaît le pays. Donc, il y a quelques éléments de discours, mais je pense pas, je ne peux pas, à mon avis, dire que Nada, en tant qu'acteur politique, a favorisé la montée du discours populiste. Mais elle a sa responsabilité dans ce qui s'est passé pour préparer en fait le terrain ou le contexte pour la montée du populisme. Une deuxième question, pourquoi les élites ne se sont pas alertées de la montée de ce populisme? Toute la question est là. C'est ça le problème. C'est parce que l'élite traverse une crise importante. Sinon, ils auront pu voir cela, alors que, comme je disais tout à l'heure, les sondages, les enquêtes démontraient qu'il y avait, le terrain était prêt. Et je pense que les élites étaient, après 2011, en fait, ils étaient plus préoccupés par leur positionnement par rapport à la scène politique, que ce soit des individus ou des structures, donc des partis politiques. Ils avaient un problème aussi de culture politique. Ils n'ont pas renouvelé leur culture politique. Ils ont affronté la transition avec une culture politique qu'ils ont hérité de l'ancien système, puisqu'ils faisaient partie de l'ancien système. Donc, ils sont pas... justement, le problème de l'élite est là. Ils n'ont pas vu venir le populisme et justement à cause des problèmes structurels au niveau de l'élite tunisienne elle-même. Il y a une question aussi d'un spectateur anonyme qui voudrait savoir s'il faut installer des médiateurs sociaux dans des villes comme sous Chirac. Là, peut-être que ce sera une très bonne question à ajouter au référendum électronique. Je ne peux pas répondre à cette question, je n'ai aucune idée. Une autre question qui voudrait savoir, installer une police qui contrôlerait la corruption serait-il possible en Tunisie? Serait-elle utile et permettrait-elle de reconquérir la confiance de la population? Bon, la lutte contre la corruption est un dossier très, très dense. D'abord, il faut commencer par la culture elle-même. Vu que la corruption devient un trait de culture en Tunisie. C'est un héritage qu'on a hérité de l'ancien système et ça devient quelque part, entre parenthèses, une mentalité et les gens acceptent facilement la corruption. Donc, du moment, si on veut changer, ce n'est pas uniquement par des mesures, des réformes qui viennent d'en haut, mais aussi une culture qui doit changer d'en bas. Le citoyen aussi est responsable de l'ampleur de la corruption et là, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Une autre question qui fait suite à la première qui a été posée par M. Karki et demande, pensez-vous que le fait de s'adresser directement au peuple favorise plus l'autoritarisme qu'une consolidation de la démocratie de type direct? Le fait de s'adresser au peuple, déjà, c'est au cœur de la démocratie. Mais c'est pourquoi le populisme est un mal. Il témoigne d'une crise de la démocratie. Généralement, le populisme naît dans un contexte démocratique, justement, pour témoigner de cette crise de la démocratie. Mais le fait de s'adresser au peuple n'est pas en soi quelque chose de mauvais, puisque le peuple est au centre du jeu démocratique. Et dans plusieurs démocraties, on peut voir coexister une démocratie représentative avec une démocratie directe à travers la possibilité de référendum, une démocratie participative aussi au niveau local. Donc, le problème se pose quand on commence à traiter ou à poser la question, penser le peuple en tant qu'une fiction. Pas en tant que population. Dans la démocratie, le peuple, c'est la population, c'est les citoyens, c'est les droits, c'est les devoirs. Par contre, dans le populisme, on change la nature de ce peuple. Ça devient un mythe et on le met en face d'une élite corrompue. C'est ça le problème du populisme. C'est pas le fait
de mettre le peuple au centre de l'intérêt. J'aurais également une question à ce moment, parce que je suis en train de lire le livre de Asif Bayat, Revolutionary Life, donc il traite un peu en comparatif le cas égyptien et celui de la Tunisie. Et dans ce livre, il dit que finalement, les élites ou bien les politiques, ils n'ont pas su répondre à la demande en fait du peuple ordinaire. Ils n'utilisent pas le terme peuple dans le sens populiste, mais des personnes en fait, donc des demandes sociales, économiques de la part des Tunisiens. Et Bertrand Badi, il fait un peu le même constat dans son dernier ouvrage. Donc, en gros, est-ce qu'on pourrait dire que le populisme, ça ne sera pas tant que les élites corrompues, parce qu'on met beaucoup ça en avant, mais plutôt en fait l'incapacité des institutions en tant que telles de traiter aujourd'hui les demandes sociales, c'est-à-dire cette colère sociale que les institutions ne peuvent pas traiter, ou ils n'ont pas les outils en fait de répondre à cela. Ils peuvent répondre à une demande politique très concrète, ils peuvent répondre à une demande de changement, par exemple, de tel ou tel type de ministre, mais répondre à une colère sociale qui s'exprime, ça leur est impossible. Donc, est-ce que ce n'est pas quelque part là le terroir en fait du populisme? Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. C'est le fait que les différents gouvernements n'ont pas pu répondre aux besoins du fait que depuis 2011, les politiques, les politiciens, l'élite politique n'a pas essayé de mettre en priorité ces demandes de la révolution qui étaient d'emblée des demandes socio-économiques. Ils n'ont pas pris en considération justement cette attente et le temps d'attente s'est étalé. Donc du coup, ils n'ont pas pu gérer ce dossier, ni dès le départ, ni après, parce que les choses se compliquent de plus en plus, et c'est ce qui a favorisé justement la montée du populisme. J'ai dit tout à l'heure, il y a déjà ces mouvements sociaux qui ont joué un rôle important pour alimenter justement les forces populistes. Que ce soit le mouvement au sud, donc le Cameroun, le mouvement des diplômés chômeurs, les GSM, le pétrole, tous ces mouvements sociaux qui ne sont pas structurés au sens, je veux dire, institutionnel, ils ne sont pas institutionnalisés, mais ils sont structurés, et qui reflètent et qui expriment cette colère populaire. Les gens, au début, les premières années, avaient encore de l'espoir et ils pouvaient encore attendre. Mais après 2019, on ne peut plus, avec tout ce qui s'est passé durant ces 10 années, les gens ne peuvent plus attendre. Donc, ils voulaient justement sanctionner l'élite lors des élections de 2019. Et d'ailleurs, ça a été dit en commentant, les gens, en commentant les élections, les résultats des élections, ils l'ont dit, nous avons pu punir cette élite incapable de résoudre nos problèmes. Une autre question, la Tunisie doit-elle s'ouvrir davantage à l'international afin de ne pas avoir un repli sur soi et par conséquent favoriser la montée de l'islamisme, par exemple, en favorisant les échanges universitaires? La Tunisie, je pense qu'on est à ce niveau-là, au niveau de l'université, oui, il y a une certaine ouverture, puisque la Tunisie, nous sommes dans des programmes européens tels que Horizon 2020, nous avons le programme Erasmus, donc nous sommes dans l'échange international et nous travaillons dans le cadre de projets en collaboration avec des universités européennes, mais aussi au Moyen-Orient. Mais je pense, bien évidemment, la Tunisie doit, au niveau de la politique étrangère, doit avoir une politique d'ouverture sur ses voisins, sur l'environnement africain, Moyen-Orient, et bien évidemment, nous sommes partenaires traditionnels de l'Europe. Donc, on ne peut pas vivre si on veut fermer nos frontières. Comme tout pays, doit rester ouvert.
Peut-être une dernière question. Tu disais au début de ta présentation que certaines pensent que le populisme peut être aussi un moteur pour la démocratie. Est-ce que tu penses que le populisme ou le moment populiste en Tunisie, tel que tu nous l'as décrit, peut aussi être un moteur quelque part pour la transition démocratique en Tunisie pour la suite? Non, en fait, ça constitue un risque. Déjà, depuis 2019, avec la montée des forces populistes, que ce soit au niveau de l'exécutif ou au niveau du Parlement, on a attiré l'attention justement sur les dangers que peut constituer cette montée du populisme. Par exemple, pour les forces populistes au Parlement, on a signalé, on a mis l'accent sur la probabilité ou le risque de ne pas de promulguer des lois liberticides ou de ne pas harmoniser les lois, la législation avec la Constitution. On voyait déjà la société civile qui milite justement pour les droits individuels, voyait dans la montée du populisme au niveau du Parlement un grand danger pour les libertés individuelles. Aujourd'hui, nous risquons une dérive autoritaire aussi. Donc, je pense que le populisme n'est pas une chance pour la Tunisie, mais plutôt constitue un risque pour la transition. Il y a encore des questions. Est-ce qu'on peut les poser encore? Allez. Donc, pensez-vous que Kais Saied soit aussi populaire qu'on le dit? Que pensez-vous de ce discours assez répandu qui vise à dire qu'il est un mal pour un bien, dans le sens où la lutte contre la corruption doit passer par une phase d'instabilité politique et une mise de côté des institutions démocratiques? Bon, la lutte contre la corruption ne peut pas être un programme politique. Et donc, si on veut commencer, on veut lutter contre la corruption, ce n'est pas par l'arrestation de certaines personnes. Il faut déjà avoir une vision claire et avoir des instruments bien définis pour pouvoir lutter contre la corruption. Populaire, oui, bon, il ne faut pas oublier que quand même, il a été élu, et là je prends plus en considération le nombre de voix au premier tour qu'au deuxième, parce que pour le premier tour, c'est votants. Par contre, au deuxième tour, il y a d'autres éléments qui ont entré en jeu, le fait de ne pas vouloir, pour pouvoir éliminer le deuxième candidat, donc il y a d'autres éléments qui entrent en jeu pour le deuxième tour. Mais pour le premier tour, quand même, il y en a eu, par rapport aux autres candidats, il a eu un fort pourcentage. Aujourd'hui, je pense que les sondages, ils ont montré qu'il continue à avoir de la popularité. Pas, là, selon des chiffres. Hein, une dernière question qui nous a été postée sur Zoom, et peut-être l'auteur pourrait la préciser un tout petit peu. La question est la suivante: la Chine-Afrique a-t-elle eu un impact sur le populisme? Je ne peux pas répondre à cette question, je n'ai pas d'élément de réponse en fait. La Chine-Afrique? Oui. Je pense que je ne vois pas le lien en fait. Oui, c'est pour ça que j'ai demandé si l'auteur peut la préciser, ce serait gentil. C'est-à-dire le rôle de la Chine en Afrique, est-ce qu'elle aurait eu un impact sur le développement du populisme De toute façon, je ne vois pas le lien puisque même dans le discours populiste, la Chine n'apparaît pas. Donc, ni en tant qu'ennemi, non en tant qu'ennemi. Mais bon, quelque part, quand on parle quand on essaie de voir les causes de la crise économique, c'est la Chine qui a un peu envahi le marché. Mais on ne la trouve pas dans le discours populiste. Et par rapport aux révolutions, là, tu disais tout à l'heure dans ton introduction aussi que les révolutions, ils ont quelque part déjà préparé un peu le terrain pour l'émergence du populisme. Mais qu'en est-il justement des contre-révolutions? Ça a donné un coup de fouet, un coup d'accélérateur à tout cela ou pas trop? Ce on peut appeler par contre, on me mettre dans le contre-révolution, c'est peut-être ce qu'on a appelé le populisme contre-révolutionnaire de Amir Moussi, elle-même est populiste, donc, en mettant l'accent sur le souverainisme
Mais je pense que ça fait partie de tout ce schéma populiste. Mais donner plus d'ampleur, non, je ne pense pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci Asma pour ces 1 heure et demie de réflexion très intéressante sur le populisme, en espérant que nous avons réussi quand même à transmettre à notre cher public quelques idées nouvelles sur la situation en Tunisie, des dimensions nouvelles pour réfléchir sur ce qui se passe actuellement en Tunisie, pour sortir un petit peu des pistes déjà préparées par les médias en général. Et on a un rendez-vous toujours avec toi pour revenir, pour reparler de la Tunisie. Et j'espère la prochaine fois, on mettra un peu à côté le populisme, qui sera un peu moins imposant et qu'on s'intéressera plutôt à des choses plus problématiques au sein de la société, au sein de l'économie sociale et l'économie politique. J'annonce pour notre cher public que nous allons commencer un cycle de conférences à partir du 3 février prochain sur le Hirak, sous le titre Hirak algérien. En arabe, on dit Al-Harak, mais en français, on a préféré de mettre I à la place de A. Hirak algérien, en étant 3 ans après. C'est à l'occasion, bien entendu, que ça a commencé en février. Et nous allons avoir 3 événements très intéressants. Le 3 février, nous allons recevoir professeur Redouane Boudjema de l'Université d'Alger pour nous parler du traitement médiatique du Hirak en Algérie. Et le 8 février, nous allons projeter un film qui s'appelle Chronique algérienne, suivi d'un débat avec son réalisateur, Zach Kedzi, et la géographe Gaëlle Emery. Le 15 février, nous allons recevoir le sociologue Nasser Jabi et la politologue Louisa Driss Ayed Hamdouche de l'Université d'Alger aussi pour parler quel avenir pour le Hirak algérien. Alors, nous avons rendez-vous avec vous le mois prochain avec l'Algérie qui sera, si j'ose dire, à la fête avec ces 3 événements très, très importants avec nos amis Redouane Boudjema, Gaël Emery, Nasser Jabi, Louis Driss Ayed Hamdouche. À très bientôt et bonsoir.